Nous sommes le 6 janvier 2005, je suis à Moscou, je suis Alexandre et je suis le fondateur de la Ruspatriation, un écosystème à 360 degrés qui accompagne les étrangers, principalement les occidentaux et les européens, qui souhaitent déménager et refaire leur vie en Russie pour des raisons culturelles, sentimentales, idéologiques, peu importe, professionnelles. Vous pouvez, pour en savoir plus sur la Ruspatriation, consulter le site de la Ruspatriation, ruspatriation.com. Je mettrai le lien vers ce site, vers mon site, vers notre site avec mes partenaires dans le premier commentaire et le descriptif de la vidéo. Et aujourd'hui, en ce début 2026, je voudrais entamer l'année avec une série de vidéos sur les mythes sur la Russie. Souvent, la Russie est mal comprise, elle est peu comprise, elle est mal comprise. Et les gens qui sont contre la Russie ont souvent des mauvaises raisons d'être contre la Russie, mais souvent on constate aussi que dans les gens qui se pensent excessivement russophiles ou pro-russes à l'étranger, notamment en Occident, il y a souvent des erreurs d'interprétation en fait de ce qu'est la Russie d'aujourd'hui. Et le but de ces vidéos sur le début de l'année 2026, c'est de vous permettre d'y voir plus clair. J'ai fait une première vidéo à la fin de l'année dernière sur les raisons de ces mythes et je fais une première vidéo aussi sur le plus grand mythe sur la Russie pour moi, qui est le fait que la Russie soit une dictature. Ça ne l'est pas. Vous pouvez consulter cette vidéo dans l'historique de mes vidéos sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un second sujet qui pour moi est fondamental. C'est le fait de savoir si la Russie est bien le héros, hein, H-E-R-A-U-T, le héros du conservatisme. Est-ce que la Russie est vraiment un pays conservateur? On me pose souvent la question. Il y a beaucoup de gens qui veulent déménager en Russie pour des raisons de cadre global de vie. Ils veulent vivre dans une société plus conservatrice, on va dire, une société qui est plus traditionnelle. Souvent, c'est un projet philosophique, idéologique, personnel. Souvent, c'est doublé du fait de vouloir fonder une famille, ce qui devient de plus en plus compliqué vraisemblablement en Occident. Et donc, beaucoup des gens que nous accompagnons ont un projet aussi personnel et pensent que les femmes russes seront des femmes plus traditionnelles, plus conservatrices que les femmes occidentales. Est-ce que c'est vrai? J'ai déjà parlé des avantages et des désavantages des femmes russes dans des précédentes vidéos à la fin de l'été 2025. Vous pouvez aussi les regarder. Mais aujourd'hui, je voudrais éclaircir l'espèce de... C'est pas un malentendu, c'est une forme d'incompréhension sur ce qu'est le conservatisme russe quand on l'observe avec des yeux, des lunettes de Français, de Belges, de Suisses, d'Européens. Comment est-ce qu'en Europe, on s'imagine ce que devrait être le conservatisme? Qu'est-ce que le conservatisme en Russie? Et par conséquent, est-ce que c'est la même chose? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Alors, tout d'abord, est-ce que la Russie est un pays conservateur? Oui, dans un sens majoritaire. Majoritairement, c'est un pays très conservateur, la Russie. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une tradition assez ancienne. J'ai déjà parlé beaucoup du fait que la Russie soit une verticale. La Russie est un pays autoritaire, autoritarien de culture. Il y a des verticalités fortes. Il y a un système familial fort et vertical avec la mise en avant des lignées masculines. Il y a une culture de pouvoir fort. Ça glisse énormément. J'ai promis cette année de ne pas couper la vidéo si je tombe. Et sachez que marcher sur de la glace en se regardant pas, on met les pieds, c'est chaud. Donc il y a une vraie culture historique de verticalité, d'autorité. Dès le XVIe siècle en Russie, il y a des penseurs qui ont commencé à théoriser en fait, en quelque sorte, la dimension philosophique, culturelle, la dimension un petit peu politique de cette verticalité avec la force de l'orthodoxie, avec le pouvoir vertical et l'état-puissance, avec la dimension de la civilisation russe à part. On a vu ça chez les slavistes, après chez les Eurasiens, Savitsky, etc. Et donc, la dimension, c'est que la Russie a cette culture historique de verticalité, de pouvoir fort, de dimension impériale. La Russie est un empire, était un empire. Je vais m'accrocher pour le son des marches gelées. Casse-gueule, hein. Je suis donc toujours en bas de chez moi, au monastère Novospassky. Vous pouvez le voir, les temps est gelé. Alors, comment tout ça, ça s'applique aujourd'hui?
Eh bien aujourd'hui, la Russie a traversé des expériences historiques à part. Donc la première, c'est qu'évidemment, elle a été un empire tsariste, toujours multiethnique, avec un peuple majoritaire et dominant qui est le peuple russe orthodoxe. Les Russes, ce sont des Slaves majoritairement, mais c'est pas que des Slaves, c'est aussi beaucoup des Finno-Hongriens. Donc la Russie, après, a traversé le communisme, 75 ans d'union soviétique. Et ça a en quelque sorte aussi transformé l'expérience de vie des Russes. Les Russes n'ont jamais connu à la fin de l'URSS une réelle occidentalisation profonde de la société. Ils n'ont pas eu mai 68, ils n'ont pas eu la révolution libérale non plus à l'époque. Ils ont eu un pouvoir autoritaire, une espèce de mode de vie avec encore du servage tard, de esclavagisme tard, des statuts sociaux très marqués. La société a toujours été comme ça en fait. Ils n'ont pas connu le cheminement qu'ont traversé à des époques différentes les nations européennes. Donc ça a fait qu'aujourd'hui, les Russes n'ont pas la même mémoire historique, la même tradition culturelle que les Européens. L'Europe et la Russie diffèrent énormément sur ce point. Ensuite, la chose c'est que en Russie, la société, elle est fondamentalement traditionnelle. Les Russes sont plus traditionnels que conservateurs, plausiblement. Traditionnels dans ce sens qu'il y a vraiment des espèces de points d'ancrage de la société qui sont des boulons indévissables. C'est notamment la force de l'État, c'est la notion de famille, c'est le rôle central dans la société qu'ont les enfants, c'est l'aide très forte intergénérationnelle, c'est la dimension de clan qui règne, c'est l'attachement très fort à son terroir, à sa ville. Les Russes sont toujours tous fiers de leur ville, ça peut être des villes pourries, ils adorent leur ville. J'ai jamais compris ce truc-là. Mais il y a une espèce d'attachement très fort aux racines. Par exemple, moi je suis à Périgueux. Je pourrais être fier de Périgueux aujourd'hui, cette ville de fonctionnaires français envahie par la mafia afghane et roumaine. Bon, aucune fierté, le maire socialiste. Cauchemar sur terre, j'y retournerai jamais. Je suis barré, je comprends pas. Mais les Russes, eux, ils pensent différemment. Ils ont de quoi être fiers de leur ville aujourd'hui parce que toute leur ville se développe. Donc, en gros, il y a un espèce d'attachement très fort. Il y a des valeurs extrêmement profondes, culturelles, des codes culturels, ce que j'appelle russes, qui sont ancrés dans la société. Et ces codes culturels sont en quelque sorte les vecteurs de ce qui permet de qualifier la société russe de société conservatrice et traditionnelle. Mais attention, c'est pas du tout sur la même fréquence que la France, par exemple, ou l'Italie. Le conservatisme russe au sein de la société, il est beaucoup moins, par exemple, religieux. Je m'explique. Il y a une très forte présence, dominance de l'orthodoxie en Russie. 70% des Russes sont orthodoxes, c'est 2 tiers de la population. Mais la pratique religieuse en Russie, réelle, est super faible en fait. Donc vous avez une omniprésence de la culture orthodoxe, de la culturalité orthodoxe au sein de la société. C'est typiquement, moi j'ai la plupart de mes amis russes sont orthodoxes. Ils vont jamais à l'église, jamais. Si, ils vont y aller une fois à Noël ou Nouvel An, ok, pour Pâques, 2 fois dans l'année. Ils ont plein d'icônes chez eux. Ils vont faire le carême. Ils peuvent avoir des vies relativement dissolues, mais ils vont faire le carême. Donc il y a une espèce de respect d'une forme d'omniprésence autour de la culture orthodoxe, de la culture de la religion orthodoxe, mais c'est pas lié à une pratique religieuse forte et c'est pas lié non plus à des comportements ni à une forme d'autorité morale qu'aurait la religion orthodoxe sur leur vie privée et personnelle. Et c'est là qu'il y a la grande différence en fait entre les conservateurs européens, notamment français, etc., et les conservateurs russes. C'est le niveau de en fait, le conservatisme russe en haut dans la société, il est promu par les pouvoirs publics de façon très active, mais c'est un conservatisme de défense et de protection. La Russie est un pays qui n'agresse pas, c'est un pays qui se protège et qui répond aux agressions. Napoléon, les Allemands, l'OTAN a poussé vers l'ouest et on voit la guerre, ce qui passe en Ukraine. La Russie ne pousse jamais elle.
Il y a eu l'URSS, ok, mais c'était après la Seconde Guerre mondiale. La culture russe, c'est une culture de repli, de défense et de protection intérieure. Et le conservatisme russe aujourd'hui, c'est un conservatisme défensif. Premier lieu de défense intérieure, c'est-à-dire que ça permet la cohésion des peuples de Russie. Il y a quand même le Caucase musulman, il y a le Tatarstan, il y a les peuples bouddhistes, etc. Donc il y a une constellation de gens différents qui ont des codes culturels marqués très forts. Et si ça commence à dérégler, à dérailler dans une zone de la Russie, eh ben on va perdre l'autre zone qui va dire moi je ne vis pas comme vous. Donc la seule façon qu'a le pouvoir russe de pouvoir protéger l'unité nationale, eh bien c'est le conservatisme. En fait, c'est les valeurs traditionnelles qui sont plus ou moins présentes dans tous les corps, on va dire dans tous les organismes qui constituent la Russie sur le point de vue des traditions, des codes culturels, des religions, que ce soit l'islam, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme orthodoxe. Eh bien c'est clair, c'est très clair que les valeurs traditionnelles sont présentes partout, elles fédèrent les 4 religions. Donc le conservatisme russe, il a une dimension protectrice intérieure, fédératrice, et il maintient, consolide l'unité nationale. Et ça, c'est une grosse différence avec les conservatismes occidentaux, qui sont des conservatismes, en fait, de conquête. Les partis nationalistes européens, conservateurs, historiquement, sont des partis d'expansion politique, d'agression du voisin. Ce n'est pas le cas de la Russie. Le conservatisme russe n'agresse pas le voisin. Il le séduit. Il le conquiert par les âmes, par les cœurs et par le mode de vie. C'est ce qu'on assiste aujourd'hui avec la grande critique idéologique de la Russie, parce que la Russie est un contre-modèle qui pourrait s'imposer. Et en fait, la crainte des Occidentaux et des globalistes occidentaux qui ont pris le pouvoir, qui avaient le pouvoir en Amérique, qui maintenant n'ont plus trop, mais qui ont pris le pouvoir à Bruxelles, c'est ce contre-modèle. Parce que ce contre-modèle, il va aux musulmans de France, il va aux Français de France catholiques, il va aux Français athées, il va aux Juifs, il va à tout le monde. Tout le monde veut le modèle russe, tout le monde veut les valeurs traditionnelles, de l'apaisement, de la paix, de la sécurité, papa, maman, des enfants, tout le monde normal veut ça, à part des minorités sociales, mais en fait elles n'ont aucune autorité morale et surtout elles n'ont aucune... elles ne représentent rien ni personne, c'est des minorités, micro-minorités, qui sont là en Russie aussi, mais qui n'ont pas en Russie elles n'ont pas le droit au chapitre, c'est plus simple, ça pas de temps. Bien, alors, donc il y a en Russie ce conservatisme en haut, dans la sphère publique, qui est extrêmement apprécié par les Russes, Les Russes adhèrent à ce message politique, mais ils voient ce conservatisme de l'État de façon différente. C'est-à-dire qu'ils voient de la stabilité, du maintien de niveau de vie, du calme, de l'ordre, un message fédérateur qui ne crée pas de troubles à l'ordre public et qui ne crée pas de tensions interreligieuses. La Russie est un État multireligieux, c'est un État multinational, et donc c'est très important que les gens vivent en harmonie. Et le message de l'ordre traditionnel est un message de paix, d'amour et d'unité entre les gens aussi variés et différents. Les valeurs traditionnelles sont le remède au vivre ensemble, en fait. Voilà, c'est beau ce que je dis. Hein. C'est Noël aujourd'hui. Regardez, je suis devant le monastère de Spassky, il fait -10, il neige. Les valeurs traditionnelles, c'est la meilleure arme pour un vivre ensemble harmonieux. Bien sûr. Je vais me faire une fondue ce soir. Je trouvais du fromage suisse, je ferai une fondue. J'ai des clients suisses, je les salue, Pierre, qui m'ont ramené du fromage suisse et je vais faire une fondue suisse. Je publierai les photos de cette fondue. Alors, c'est mon canal Telegram. Donc, ça c'est en haut. En bas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Russes en bas, le conservatisme dans la société n'est pas du tout moralisateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que souvent les conservateurs français sont surpris de voir la société urbaine russe, 70% des Russes vivent dans les villes, qui est très libérée. J'explique ce que ça veut dire libérée. Société de consommation, j'ai déjà expliqué que la Russie a toujours été une société de consommation, c'est dans le caractère et la culture russe. Société de consommation, pratique de vie extrêmement, on va dire, libérée. Les Russes sont extrêmement libérés mentalement, sexuellement. La société russe est très libérée. Je compare souvent la Russie sur le plan sexuel à une espèce de Suède de droite. C'est une société, c'est une Scandinavie telle qu'elle était avant. C'est des Vikings, les Russes en grande partie. Donc les femmes sont très libérées, sont très indépendantes, contrairement à ce qu'on peut penser. Si vous pensez que la femme russe c'est quelque chose qui va se mettre à la maison en laisse et qui se fait sortir à l'église, vous gourrez complètement. Hein. C'est pas ça. La femme russe, elle est totalement libérée, indépendante, etc.
Société russe où il y a énormément, bon, beaucoup moins maintenant, mais il y a eu énormément d'avortements. L'avortement, énormément de divorces, malheureusement. Le divorce est quelque chose d'absolument intégré dans la société russe. La religion orthodoxe permet d'ailleurs 3 mariages et 3 divorces à l'église, sachez-le. Donc c'est absolument pas les mêmes fréquences de repères du conservatisme que nous avons en Occident. C'est pas les mêmes. La société russe ne fonctionne pas comme la société française. Donc les gens qui sont conservateurs français souvent sont choqués de voir, mais mon Dieu, ça consomme, il y a des comportements dans les villes qui semblent très libéraux dans l'attitude, dans les rapports entre les gens. Il y a un sens du business tout de suite, de beaucoup travailler. C'est une société qui est très capitaliste dans un sens, la Russie. Et il y a une culture vestimentaire pour les femmes qui parfois laisse pantois les conservateurs du monde entier, mais les rend tous, si on parle des hommes conservateurs du monde entier, les rend tous heureux, surtout l'été. Il faut bien le dire. Donc, la société dans la ville, dans les villes en général, est très libérée. Il faut bien le comprendre. Hein. Et ça différencie énormément les conservateurs russes des conservateurs français. C'est qu'il n'y a pas la dimension moralisatrice poussée par la religion, comme on a avec la religion catholique dans les pays d'Europe de l'Ouest. Ça n'existe pas en Russie, ça. La religion orthodoxe est très imprégnée culturellement dans la société, mais elle est absolument pas, elle n'arrive pas en fait, elle ne perce pas, et il y a un espèce d'équilibre très sain là-dessus. Il n'y a pas de moralisation à outrance, comme c'est le cas en Europe de l'Ouest, sur le fait de devoir s'habiller comme ça, devoir se comporter comme ça. Non, l'État, comme la religion, n'emmerde pas les gens chez eux. Et donc, il y a une forme de très grande liberté individuelle, d'individualisme, paradoxalement. C'est les contradictions russes. Individualisme, alors que la société russe est très collectiviste et qu'on vit en groupe, en meute, en clan. D'accord. Donc pour les conservateurs français, les grilles de repères, c'est pratique religieuse, femme aux jupes longues, 4 enfants par femme. Ça, si ce modèle-là, c'est le modèle qui est le vôtre, il faut partir en Amérique en fait. C'est là que vous vous gourrez complètement. Il faut aller chez les Mormons, il faut aller chez les conservateurs américains, français. Là, ok, il y a des grandes familles, 8 enfants, 6 enfants, 10 enfants, pratique religieuse. Il n'y aura pas ça en Russie. Les conservateurs russes ne vivent pas. Alors vous avez des familles orthodoxes, bien sûr, pratiquantes, et il y a plus d'enfants, des familles nombreuses, etc. Mais globalement, c'est pas ça le modèle. La société russe majoritaire, la masse, elle est fondamentalement traditionnelle. Un homme est un homme, une femme est une femme. Pas de mariage homosexuel parce qu'on ne le tolère pas, parce que culturellement, c'est pas dans les codes culturels russes. Jamais, ça n'a jamais été, et ça ne le sera jamais. Culture, pensée des enfants, et pas des rythmes comme en Europe, c'est-à-dire c'est se marier tout de suite. Les femmes russes veulent tout de suite se marier, veulent un enfant, veulent se faire épouser. Il y a une codification beaucoup plus forte de la société russe qui fait que, ben voilà, une femme russe, une jeune femme russe à 18 ans, 20 ans, ben elle veut se marier, elle veut faire un enfant. Le divorce, c'est quelque chose d'intégré dans la société, ça peut arriver. On se marie très vite, trop vite en Russie, on divorce très vite et trop vite en Russie, mais les divorces augmentent la démographie, comme vous le savez ou pas, malheureusement. Donc voilà, mais c'est comme ça. Donc il y a vraiment en fait une énorme différence de fréquence entre ce qu'est le conservatisme des Européens tels qu'ils le perçoivent qu'il devrait être en Europe et tel qu'ils voudraient qu'il soit en Russie, et le conservatisme des Russes tel qu'il est réellement en Russie. Le Russe va être patriote, conservateur, mais surtout traditionnel. Il a ses références de valeurs, de culture propres. Il a son mode opératoire de vie qui est parfaitement défini. C'est ça la grande différence avec la France. C'est qu'un Russe, il sait aller à l'église une fois par an, même s'il n'y va jamais. Il sait manger russe, il sait, etc. Il y a tout un tas de modes opératoires qui font que la Russie, c'est le moment chaud, il faut monter, que la Russie en fait est fondamentalement un pays traditionnel et conservateur. Oui, l'État l'est, le peuple l'est, il y a une vraie harmonie entre les deux. Par contre, ça ne se traduit pas par des comportements type qui laisseraient penser que ah oui, ça c'est des conservateurs. Non, parce que tout le monde l'est en fait, pas besoin. Tout le monde l'est. Donc la grande différence, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un comportement type puisque tout le monde l'est. Mais tout le monde l'est d'une façon qui est la suivante, c'est que ça ne modifie pas structurellement la façon de vivre. Alors si, il y a évidemment des efforts énormément faits par l'État russe, les autorités russes pour plus d'enfants, baisser les divorces, freiner les avortements, et tout ça va dans le bon sens. Mais j'allais dire, c'est pas non plus que du conservatisme, c'est juste de l'équilibre société. À partir du moment où les gens vivent mieux, vivent plus apaisés, bah, ils avortent moins, il y a moins de problèmes d'argent,
et c'est très lié. Il y a plus de valeurs qui rentrent dans le cerveau, la tête des gens par l'éducation patriotique, orthodoxe, etc. Du fait qu'il faut des Russes, il faut la démographie pour l'avenir. Tout ça, c'est vraiment des modes opératoires d'éducation en fait des gens. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense que oui. Une femme russe va être traditionnelle. Elle va attendre d'un homme qu'il soit un homme. Elle va attendre d'un homme qui se comporte en homme. C'est les mecs qui payent. Un homme, on peut lui sauter dessus à pieds joints, il ne doit pas se casser. Il doit pouvoir vous porter. Enfin, au sens figuré, dans le sens qu'il doit pouvoir vous supporter financièrement. Il doit pouvoir payer pour les enfants. Un homme, il paye. Un homme, il soutient financièrement. L'homme, c'est comme ça. Un homme, c'est beau, c'est fort, c'est résistant. Ça résout les problèmes. Il y a des conceptions comme ça, des rapports qui sont très fortement ancrés, mais cette femme traditionnelle qui va vouloir se marier, qui va être fidèle et qui va faire des enfants, elle peut s'habiller en super mini-jupe, être orthodoxe malgré tout, avoir un comportement visuellement parfois choquant pour des hommes occidentaux qui vont se dire mais c'est dingue. Bah oui, c'est une femme russe, une femme de l'Est normale, donc il y a tout un tas de différences de fréquence en fait. Et il faut en être conscient. Souvent, le modèle type du conservatisme français qui tend à une espèce de conservatisme religieux catholique de familles nombreuses, ce modèle-là n'est pas en Russie, n'a jamais été en Russie, ne sera jamais en Russie. C'est pas comme ça que les Russes sont conservateurs en fait. Leur conservatisme, ils le vivent à un autre moment, à un autre endroit, différemment dans la société. Je répète, il n'y a aucune... il n'y a pas de dimension moralisatrice. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on voit aussi au sein de la société russe, c'est que la culture russe, même au sein de la gouvernance, de la diplomatie, etc., il n'y a pas de dimension moralisatrice. Et en France, les citoyens sont un peu écrasés entre la morale politique dominante, bobo, social-démocrate, globaliste, et de l'autre côté, l'autre extrême, c'est une hyper-morale catholique, religieuse, forte, conservatrice, traditionnelle, qui a tous ses avantages, mais aussi ses défauts. Et il n'y a pas, en fait, on manque cette espèce de liberté où on se fait emmerder ni d'un côté ni de l'autre. Cette espèce de liberté, c'est la Russie en fait. Avec l'espace public meublé par le traditionnel, le conservateur, push des autorités, push de l'église, etc. Donc le discours public, l'environnement dans lequel on grandit, les enfants, l'école, tout ça c'est en main, c'est ça qui est fascinant ici. Mais la vie personnelle, la vie privée, les comportements sont vraiment peu concernés, peu touchés. Il y a une grande liberté, entre guillemets, avec les bons et les mauvais points bien sûr, hein, mais d'action des citoyens. Et il y a une absence totale de moraline permanente. La moraline, c'est un problème occidental, je pense. Je sais pas. Comme on peut l'avoir, par exemple, en Amérique, en France, etc. Il y a une différence vraiment fondamentale de fréquence. Et ça, il faut en être conscient parce que si vous voulez venir immigrer en Russie pour vivre dans un pays conservateur et traditionnel, vous allez l'être. Mais en Russie, le conservatisme qui est en vigueur et qui fonctionne, c'est le conservatisme russe. Et il est très différent du conservatisme français. Les conservateurs russes et les conservateurs français n'ont pas grand chose en commun. Nous n'évoluons pas sur la même fréquence. Moi, je suis du côté russe. La Russie me plaît. Le modèle russe me plaît plus parce que je pense que la liberté individuelle est quelque chose de fondamental. Voilà. Et je pense que la forme de libération, entre guillemets, de liberté qu'ont les gens dans leur vie personnelle, leur vie privée, et le fait que la société accepte ça et peut l'intégrer, ne le réprimande pas, fait qu'en fait, eh bien, ça permet un vivre ensemble harmonieux avec des gens qui sont très différents. Tous les degrés de patriotisme et de conservatisme peuvent vivre ensemble en bonne harmonie. Ça marche parce que l'État promeut ça dans la sphère publique et parce que les gens adhèrent à ce message, même si c'est vrai que parfois on peut considérer qu'ils vivent un peu différemment, surtout dans les villes. Il y a aussi un effet d'urbanisation très fort. La population russe vit en ville, la société russe est extrêmement urbanisée et ça a des conséquences fortes évidemment, notamment chez les plus jeunes. Mais globalement, les choses sont en bonne voie. L'opération militaire spéciale a par exemple entraîné des transformations structurelles très importantes au sein de la société. Elle a reboosté le conservatisme et le patriotisme sous différentes facettes. Elle a repris les villes contestataires au pouvoir central qui étaient Moscou et Saint-Pétersbourg, les villes de Moscou bourgeois et de Saint-Pétersbourg bourgeois, comme on disait avant, qui étaient des villes plus aptes à la manifestation contre le pouvoir, qui sont devenues des villes loyalistes, qui sont redevenues des villes loyalistes, des villes hyper loyalistes et militantes. Et ça, c'est un changement structurel parce que ça veut dire que
le désaccord philosophique, politique avec le pouvoir central en Russie n'est plus du tout lié en fait au niveau d'enrichissement et au niveau de vie. C'est l'inverse qui est en train de se passer, et donc ça veut dire que les élites et le peuple, y compris le peuple en haut, c'est les gens riches, les professions supérieures, les bourgeois, les gens riches, les oligarques en fait, ces catégories qui étaient contestataires, les professions créatrices, l'IT, etc., ces catégories sont rentrées dans le rang, elles ont resserré les rangs avec le pouvoir et elles ont encore plus en fait contribué au renforcement et à l'unité de la société russe. Et une dernière chose, c'est que le traditionnalisme, le conservatisme russe, en fait, il vise principalement à des choses qui sont la souveraineté. Là, il y a peut-être un point commun avec les conservatismes européens, mais la clé, c'est la souveraineté, la stabilité de la société, la liberté individuelle. Et là-dessus, peut-être fondamentalement, la société russe est un peu plus proche de la société américaine. La notion de souveraineté et de liberté individuelle est très forte. La Russie est un pays qui est dans certains aspects fondamentalement assez libéral, assez conservateur en même temps, assez capitaliste, mais c'est un capitalisme d'État. Donc c'est une espèce de modèle assez hybride, tel que pouvait l'être entre guillemets la France de De Gaulle. Mais la France de De Gaulle était une société extrêmement verticale dans le mauvais sens du terme. Il y avait, il y a eu besoin d'une libération sexuelle qui a tout foutu en l'air. Il y a eu mai 68. Alors ça a été poussé, accompagné, très bien, peu importe. Mais il y avait trop d'interdictions dans la société. Dans la société russe d'aujourd'hui, sous Poutine, c'est le De Gaulle russe, il n'y a pas ces blocages, pas ces interdictions, il y a une très grande liberté individuelle. Et c'est ça qui fondamentalement fait que les gens se sentent bien en Russie. C'est parce qu'ils s'y sentent extrêmement libres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse sous avec cette vidéo de la neige qui tombe ce début janvier. Moi, je vous dis très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Likez, abonnez-vous à cette vidéo. Si vous voulez consulter le site de la Ruspatriation, eh bien c'est dessous dans le premier commentaire et dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez voir derrière moi les enfants qui font du ski, voilà, qui font de la luge, pardon. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était le début de l'année. Eh bien oui, regardez, enfin en Russie il neige. L'hiver dernier il n'y avait pas de neige, cette année il y a de la neige, on est très content. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.